Ravi de venir vous voir ici, de cet accueil. Vous êtes caché tout au bout de la France, mais je vous ai trouvé. ou l'inverse, je ne sais pas. En tout cas, je vais vous parler d'attention pendant 2 heures. Enfin, on va passer une journée autour de l'attention, qui est un joli thème. J'ai essayé de faire passer l'idée que l'attention peut être considérée ou envisagée sur un angle très positif, pas forcément sous l'angle habituel de il faut, quoi, comme une contrainte, il faut se concentrer, il faut être attentif, mais qu'il y a vraiment quelque chose à creuser. Je suis toujours très intimidé, enfin au moins très content de voir vous êtes beaucoup, vous êtes beaucoup, et si je multiplie par le nombre d'élèves par classe, ça fait vraiment beaucoup d'élèves, beaucoup d'enfants qui peuvent recevoir un petit message sur l'attention. En tant que chercheur, on est toujours sensible à la question de l'impact de ce qu'on fait, quel va être l'impact. Et donc là, il y a potentiellement un impact qui est important. Donc je suis vraiment, je suis en fait très touché d'être là et de pouvoir m'adresser à vous. Alors, dans la journée, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de démythifier un petit peu ce qu'est l'attention, en tout cas essayer de dépasser une vision un petit peu naïve et qui est celle qu'on a tous, qui est de sorte de phénomène de l'esprit. Ok, on se concentre, l'attention elle se balade, qu'est-ce que c'est on ne voit pas trop exactement quelle est son implémentation biologique, du coup on a l'impression d'un phénomène un peu, dématérialisé, donc qui ne suit pas tellement des lois, on ne voit pas trop bien ce qu'on peut faire ou ne pas faire avec son attention, quelles sont les limites. Et ça, c'est la cause de nombreux malentendus. On va beaucoup associer l'attention à la simple question de volonté ou de motivation. Du coup, un enfant qui n'est pas attentif, on va dire que simplement il n'est pas motivé. Il ne s'intéresse pas à ce qu'on lui dit. Dans ce cas, évidemment, ça positionne tout de suite le débat sur un niveau qui peut être vite désagréable. C'est que je ne suis pas important pour cet élève, il se fiche de moi, etc. On va voir que quand on rentre un peu dans le détail de la mécanique, de comment ça fonctionne, il y a quand même des choses qui imposent certaines contraintes et c'est bien de les avoir comprises. Donc ça va être ce matin. Après, il m'est arrivé, il y a quelques années, de faire des conférences sur l'attention à des enseignants. Et à la fin, on se disait, ok, on est content, on a entendu tout ça, mais maintenant on fait quoi? Et à l'époque, on ne faisait rien parce que j'avais juste passé une information et c'est tout. Alors depuis quelques années, on a quand même globalement, d'abord à Lyon, puis plus nationalement, réfléchi à voir comment mettre en place après ce qui pourrait constituer une sorte d'éducation à l'attention. Sachant vous êtes bien d'accord, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de programme, c'est pas au programme l'attention. Donc comment amener les enseignants et les élèves à comprendre ce qu'est l'attention, et puis après éventuellement à mieux la maîtriser. Et ça a donné le programme ATOL, pour apprendre à être attentif à l'école, qui maintenant commence à avoir une forme qui est relativement fixe. Et puis plus récemment, là, cette année, on est en train de tester le programme, alors ce surnom c'est ADOL, c'est un jeu de mots, c'est ATOL pour les ados, donc pour les collèges et lycées. Donc l'idée, on n'est pas du tout encore sûr que le programme dans sa forme actuelle d'ADOL, il marche, on va certainement l'adapter, mais sachez qu'il y a ça dans les tuyaux. On s'est dit, avec Marilyn, ce serait pas mal qu'à la fin de la journée, vous ayez donc eu ces éléments d'information sur la manière dont fonctionne l'attention, et puis quand même que vous ayez une sorte de tour d'horizon rapide de ce qu'est le programme ATOL, dans sa version pour les petits, sachant que pour les grands, c'est un peu les mêmes idées. Donc c'est pour ça que cet après-midi, on va fonctionner comme ça, par petits groupes, où vous allez en groupe essayer de décortiquer, c'est des séquences un peu comme des programmes comme La main à la pâte et autres, il y a des séquences pédagogiques, donc vous allez les lire, essayer de comprendre, puis après vous les réexposer. C'est pas le but c'est pas de maîtriser le programme à la fin, mais c'est d'être moins déconcerté face à la quantité que ça peut représenter quand on télécharge le kit pédagogique. On voit toutes ces feuilles, on se dit waouh. Et puisque vous êtes clientèle captive, là, vous êtes captif toute cette journée, si au moins on profite de ce temps-là pour vous dégrossir, après ce sera beaucoup plus facile. Sachant qu'évidemment, je dois vous mettre en garde, il ne s'agit absolument pas que tout le monde s'intéresse à l'attention, c'est impossible. Il ne s'agit pas du tout non plus que même tous ceux qui s'intéressent à l'attention se lancent dans ATOL, parce que ATOL c'est juste une proposition, ça a juste pour vocation d'être là, si jamais il y a des personnes que ça intéresse. Donc si parmi vous, il y en a peut-être 10 à la fin qui sont un peu plus motivés, qui veulent se lancer, très bien quoi. Et voilà.
Et puis j'aurai l'occasion de vous parler d'un système d'accompagnement qu'on est en train d'essayer de mettre en place, etc. Je commence. Alors, juste un petit mot de présentation. Donc effectivement, je suis Jean-Philippe Lachaud, il n'y a pas d'erreur sur la personne. Et mon métier, c'est de comprendre ce qu'est un cerveau attentif, principalement. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce que je fais? Je fais des expériences en laboratoire où je compare l'activité d'un cerveau quand il est attentif et quand il n'est pas attentif. J'ai un petit biais en termes de recherche sur ce qu'on appelle les aspects un peu micro en termes de temps, c'est-à-dire des fractions de seconde. Qu'est-ce qui se passe pendant la fraction de seconde où on lit un mot ou alors où on reconnaît un visage? Il se passe plein de choses parce que le cerveau il fonctionne très rapidement. Donc ça, c'est mon expertise. Et puis j'en déduis la différence entre un cerveau attentif et un cerveau distrait et j'essaie d'en déduire des recommandations ou des bonnes pratiques sur comment mettre le cerveau dans les meilleures dispositions possibles pour faire quelque chose, donc pour être concentré. Et c'est ce qui m'amène vers vous. Alors vous remarquerez qu'à aucun moment j'ai dit que j'avais des classes et des élèves. Les seuls élèves que j'ai, c'est vous. Donc je ne sais pas ce que c'est que gérer une classe. Donc on est bien d'accord, vous savez qu'il y a eu pas mal de publicités ou de médias autour de l'apport des neurosciences à l'école, et avec parfois une communication un peu maladroite qui laissait sous-entendre que les grands chercheurs en neurosciences allaient vous expliquer comment mener une classe, comment faire votre métier, etc. C'est évidemment une énorme erreur. C'est une rencontre entre professionnels. C'est vraiment, vous avez des professionnels du cerveau et vous avez des professionnels de la pédagogie, de la gestion de classe, etc. Entre professionnels, on discute, chacun arrive avec son expertise et puis on voit ce qu'on peut créer ensemble. Je pense que c'est vraiment dans ce dialogue qu'il peut se passer des choses. Et c'est comme ça d'ailleurs que le programme Atoll a été construit. Ce qu'on a commencé, c'était une proposition avec une trentaine d'enseignants, de dire tiens, est-ce que ça pourrait marcher dans une classe? Oui, non. Voilà. Donc voilà pour l'esprit général. J'espère que ça va. Je prendrai plutôt les questions à la fin, parce que comme vous êtes beaucoup. Alors pour l'instant, vous n'avez toujours rien appris, mais ça va commencer. Voilà, merci de votre attention, terminé. Non, en fait, cette diapo, elle est là juste pour accentuer sur ce côté. Vous savez, l'attention, même quand on n'a plus beaucoup d'argent, on peut quand même donner quelque chose, on peut quand même donner son attention. On peut toujours donner son attention. Et ça fait du bien d'avoir l'attention de l'autre. Donc ça me permet d'appuyer sur cette dimension un peu sociale de l'attention. Pas plus tard qu'il y a 3-4 jours, j'étais dans un café, puis je vois une table, et il y avait 4 jeunes qui étaient ils étaient à chaque coin de la table, puis chacun sur son écran. Aucun regard, rien du tout. Alors peut-être qu'ils venaient de discuter ensemble pendant 2 heures et que juste ils avaient envie de se reposer, j'en sais rien. Mais c'est quand même des scènes qu'on voit où l'attention à l'autre, on ne va pas dire qu'elle disparaît, mais en tout cas elle peut changer de forme. Il y a cette petite image, j'avais trouvé ça dans un livre pour enfants. Vous voyez, alors je vous lis. Donc voilà, papa pingouin, maman pingouin. Sur Icebook, papa a 532 amis. Et puis il dit à son petit, tiens, regarde mon nouvel ami, il a été en vacances au pôle Nord cet été. Quel vénard! C'est où le pôle Nord, papa? Demande le petit normal curieux. Mais quand il est sur son ordinateur, papa ne me répond pas. Alors on voit pas mal de choses. Je pourrais parler une demi-heure de cette image, mais on voit le côté sélectif de l'attention. Parce que si l'attention du papa est sur l'ordinateur, elle n'est pas sur son enfant. Elle est sur l'un ou sur l'autre. On voit la réaction du petit quand son papa ne fait pas attention à lui. On voit, on peut tous constater qu'un petit, même très jeune en fait, on sait très bien ce que c'est l'attention parce qu'on râle quand on ne l'a pas. On demande l'attention de l'autre, on demande l'attention des parents. Regarde, j'ai fait ça, et puis quand ils ne font pas attention, l'enfant il peut se mettre dans une colère noire pour attirer l'attention justement. Donc même très 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 jeune, on sait parfaitement ce qu'est l'attention. Et puis ça permet de renverser un petit peu c'est souvent, on dirait que c'est plutôt l'enfant qui est sur son téléphone et autres et qui ne fait pas attention à ses parents, mais ça marche aussi dans les deux sens. Donc toutes les familles, il peut y avoir un discours à tenir aux familles aussi. D'hygiène de l'attention, je ne sais pas comment appeler ça, de bonnes pratiques de l'attention pour donner l'exemple et pour pas justement pendant les repas ou autre être constamment sur son téléphone. Je discutais avec une dame qui était, comment elle disait, son métier c'était influenceuse. Alors j'ai pas compris ce que c'était, mais en fait après elle m'a expliqué.
Et elle m'a dit, mais moi, en fait, j'adore être sur mon téléphone tout le temps. Parce qu'on parlait de ça. Elle disait, moi, vous savez, maintenant, sur ces téléphones, il y a marqué le temps d'écran, sur certains. Elle disait, oh, je suis entre 8h30 et 9h. Constamment sur son téléphone, sur les réseaux sociaux. Elle dit, mais je le vis très bien. Ok, bon, après tout, pourquoi pas. Puis à la fin, elle rajoute dessus, juste en disant, bon, évidemment, j'ai mes 2 filles qui me demandent sans arrêt de raccrocher mon téléphone. Donc ça veut dire qu'en fait, ça ne se passait pas du tout bien. Mais simplement, elle n'avait aucune conscience de l'impact que ça pouvait avoir sur la relation avec ses filles. Donc il y a quand même une petite discipline à avoir. Voilà, donc le sujet est posé sur cet angle un peu social. Pourquoi est-ce qu'on parle autant d'attention? On voit bien que c'est devenu un vrai sujet de société. Je peux vous dire qu'il y a 15 ans, tout le monde se fichait totalement de l'attention. C'était absolument pas un sujet. Il y avait peut-être un livre à la FNAC, et encore même pas, je ne sais pas, sur l'attention. En fait, non, il n'y avait rien. Sur cerveau et attention, il n'y avait rien. Je sais parce que c'est pour ça que j'en ai écrit un, parce qu'il n'y avait rien du tout. On s'intéressait beaucoup à la mémoire, aux émotions, éventuellement un peu à la conscience, dans le domaine du cerveau, hein. Mais alors absolument pas à l'attention, alors que c'est devenu maintenant un thème majeur. Donc, question pourquoi? Parce que ça sert à quelque chose, mais à quoi? Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, à quoi sert l'attention? À un moment, on va basculer dans de la science, hein, je vous rassure. Mais là, bon, encore les lectures. Oui, j'ai une petite fille de 8 ans, on est souvent à la bibliothèque et je prends des photos. Donc, à la nuit tombée, pourtant, Loulou n'était toujours pas là. Tom choisit un livre, Tom c'est donc le lapin. Et bien qu'il fût particulièrement intéressant, il ne réussit pas à lire, il était trop inquiet. C'est alors qu'il prit une décision que ne prennent jamais les lapins, etc. etc. Je ne vous lis pas la suite parce que ça n'a aucune importance pour mon message ici. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'arrivait pas à lire parce qu'il était trop inquiet. Et puis parce que son livre était à l'envers. Ça nous arrive à tous d'avoir ces moments où on lit et puis en fait on n'est pas du tout concentré, on est un peu dans nos pensées et on ne retient rien du tout de ce qu'on a lu. Hein, je ne demande pas parce que je sais que tout le monde a fait l'expérience. On arrive à la fin de la page et on n'a rien retenu. Et là, on a compris quelque chose sur l'attention. On a vu que l'attention apporte quelque chose. Quand on est vraiment attentif, il va se passer quelque chose en plus qui ne se passe pas quand on n'est pas attentif. Et ce quelque chose en plus, en fait, il est crucial parce que c'est de la mémorisation, de la compréhension. Et c'est exactement ce que vous voulez obtenir quand vous avez des élèves. Vous voulez qu'il se passe ce petit truc en plus, c'est-à-dire que non seulement ils vous entendent, mais qu'en plus de ça, ils vous comprennent et qu'ils mémorisent ce que vous leur dites. Donc c'est ce petit truc en plus qui va apporter l'attention et il se trouve que magie, dans certains cas, on peut le voir dans le cerveau. Et c'est ce que je vais vous montrer avec un petit film qui est le suivant. Donc vous avez bien compris. On a comparé en laboratoire dans une expérience que je ne vous décris pas parce qu'elle n'a pas d'intérêt ici, mais la réponse du cerveau à l'apparition d'un mot sur un écran dans le cadre d'une phrase, donc c'est des mots qui se suivent, qui forment des phrases, selon qu'on lit avec attention, qu'on a une consigne de lecture attentive ou une situation de lecture plutôt distraite. Alors ça donne 2 cerveaux qui donc montrent le cerveau, vous le voyez, en fait ce que vous voyez c'est l'hémisphère gauche, c'est-à-dire que là, voilà, c'est comme si vous me voyez comme ça. L'hémisphère gauche est l'hémisphère dominant pour le langage chez la plupart des gens. Et vous allez voir en fait, ou plutôt je vais naviguer dans ce petit film avec vous, donc ça se passe assez vite. Il y a des couleurs, rouge égale activation des neurones, donc c'est des neurones qui se mettent à s'activer. Bleu c'est plutôt une désactivation, puis vert rien. Et en fait, vous allez voir s'enchaîner toutes les séquences, toutes les phases en fait, de la réaction du cerveau lors de la lecture. Donc, attentif à gauche, inattentif à droite, sauf si je me suis trompé et que j'ai inversé. Ben non, c'est marqué en haut. Donc, nous y voilà. Toc. Voilà. Donc, que se passe-t-il? On va décrypter ce film. L'ensemble dure une demi-seconde. Donc la durée totale du film, c'est une demi-seconde en temps réel. C'est court, hein, une demi-seconde, talac. Vous avez au départ donc l'apparition du mot à l'écran, que voici. Tout de suite, la partie arrière du cerveau, c'est là où vous avez le cortex visuel. Le cortex visuel, c'est des neurones dont le boulot, c'est d'analyser ce qu'il y a, l'information qui arrive aux yeux. Donc vous voyez là, hop, on a une petite activation au départ qui va donc progressivement envahir tout le cortex visuel, qui sert juste à analyser le fait que
sur l'écran, il se passe des choses, il est apparu quelque chose, des traits, que ces traits forment des lettres, que les lettres ensemble forment un mot. Donc vous avez ça. Donc on est au niveau de l'analyse visuelle. Et là, surprise, surprise, eh bien, on n'a quasiment aucune différence entre les deux conditions. Aucune différence entre conditions d'attention et d'inattention, ce qui est un peu étonnant, mais en fait, si on fait preuve d'un petit peu d'introspection, on peut vite remarquer qu'effectivement, quand on lit et qu'on n'est pas attentif, c'est pas tout noir. Le texte, il est toujours visible, il est là sous les yeux. Et si je bascule sur le pendant auditif, quand quelqu'un vous parle et que vous n'êtes pas attentif, vous entendez bien qu'on vous a parlé. Donc, il y a toute une phase en fait dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle les cortex sensoriels, qui vont être visuels, auditifs, etc. Donc, qui prennent l'information sensorielle et qui vont faire un premier travail assez peu élaboré, mais qui consiste oui, c'est ça, un premier travail de digestion. Tiens, c'est un mot. Tiens, quelqu'un a parlé. Et là, vous allez avoir extraction d'informations qui vont permettre, par exemple, donc dans le domaine de l'audition, de dire je sais à peu près si la personne qui m'a parlé est un homme ou une femme. Je peux même dire qui c'était. Je suis capable de dire si c'était une question ou non. Mais vous n'avez pas encore accès au sens. Vous avez juste un travail un petit peu, on dégrossit et on extrait quelques informations élémentaires. Là, c'était un mot long, c'était un mot court, quelque chose comme ça, de ce domaine-là. Et alors ensuite, donc là on est à 2/10 de seconde. Ensuite, vous allez avoir ce type de phénomène-là. Là, vous avez un deuxième moment qui est important. On est entre 2 et 3/10 de seconde. Ici, donc, je ne sais pas si vous voyez la petite souris, mais c'est ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Le front serait là. Donc vous voyez mon front là. Juste derrière mon front, il y a la partie de mon cortex qu'on appelle le cortex préfrontal, parce qu'il est à l'avant du lobe frontal qui est derrière le front. Et ça va être le siège de fonctions qui sont dites cognitives supérieures. Là, il se passe pas mal de choses, et justement, on va le voir. Il y a notamment, à cet endroit-ci, que ce soit là ou ailleurs, à la limite on s'en fiche, mais il y a une prise de décision. L'activation que vous voyez dans les deux cas, ici, donc je passe, il y a des petites tâches que je ne vais pas commenter parce que c'est de la réorientation réflexe de l'attention à l'écran, etc. Mais celle-ci m'intéresse parce que celle-ci, là, coincée dans cette espèce de boudin, vous avez une prise de décision qui est: est-ce que c'est important ou non? Est-ce que je dois y faire attention ou non? Alors il se trouve que dans la manip, là, dans l'expérience, les mots qu'il faut lire, les mots à lire sont d'une certaine couleur, et les mots qui constituent une autre histoire qu'il ne faut pas lire parce que ça gêne, c'est des distracteurs, sont d'une autre couleur. Donc il y a une règle assez simple qui est, en gros, si c'est gris, j'y fais attention, si c'est blanc, j'y fais pas attention. Donc ce critère va permettre ici, là, à cette région du cortex préfrontal, de dire c'est important que je prends ou c'est pas important, je laisse. Mais il y a cette prise de décision. Et cette prise de décision, je pense que je reviendrai là-dessus, elle est essentielle parce que vous voyez qu'on voit déjà se profiler les conditions idéales pour la concentration. Ça va être des conditions qui mettent le cerveau dans une situation où la prise de décision, c'est important, ce n'est pas important, est très facile à prendre. Là, on est entre 2 et 3/10 de seconde. En 2 ou 3/10 de seconde, il faut qu'il y ait une décision par le cerveau qui est c'est important, c'est pas important. Et ça, je reviendrai là-dessus parce que vous avez des tas de situations, même parfois dans des consignes, où l'œil, c'est pas flashé sur un écran, mais l'œil se pose sur chacun des mots, les uns après les autres. Et en fait, il y a plein de mots qui ne sont pas du tout importants pour la consigne. Il y a des mots qui sont juste là, mais qui n'ont pas d'importance pour comprendre la consigne. Il faut bien penser plusieurs fois par seconde, le cerveau de l'enfant va se poser cette question: est-ce que c'est important ou est-ce que c'est pas important? Donc plus la consigne est formulée de façon claire, tous les éléments qui vont permettre de bien distinguer, de bien prendre cette décision vont être essentiels. Et je reparlerai après des situations de multitâche où en fait il y a pas mal de choses à faire en même temps, où vous êtes en train de parler à un enfant pendant qu'il est en train de lire autre chose. N'oubliez pas qu'il y a cette prise de décision. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que ce qui est important, c'est ce que je suis en train de regarder ou c'est ce qu'on est en train de me dire? Donc, plus c'est compliqué, plus il va y avoir d'erreurs et donc de distractions. Donc là, on est à 2/10 de seconde, 3/10 de seconde. Ensuite, on voit déjà qu'il y a une petite différence, c'est-à-dire qu'il y a plus d'activité au niveau du cortex visuel.
Et puis après, voilà, là on est vers 4-5 dixièmes de seconde. Là par contre, là on va voir une grosse différence. Dans le cas de la lecture attentive, vous avez toute une partie du lobe frontal qui va s'activer, enfin lobe frontal et autres, hein, pas seulement le lobe frontal, qui ne va pas du tout s'activer dans les conditions de lecture inattentive. Et là, vous êtes sur les zones que je montre là, avec la petite souris, sont en fait des zones qui vont intervenir dans au moins 2 processus essentiels pour la lecture et la compréhension d'un texte, qui vont être l'accès au sens. Donc, qu'est-ce que c'est? Il y avait le mot voiture. Qu'est-ce que c'est qu'une voiture? Ce n'est pas juste, c'est pas juste un ensemble de lettres, c'est le mot voiture qui fait référence à tout un univers sémantique. Et deuxième composante, ce qu'on appelle la mémoire de travail verbal. Alors, la mémoire de travail verbal, c'est une forme de mémoire qui est à court terme. C'est ce qu'on pourrait appeler dans le ressenti commun, c'est ce qu'on a en tête à un moment donné. C'est-à-dire quand vous lisez un texte, quand vous lisez une phrase, quand vous arrivez vers la fin de la phrase, vous avez encore un certain souvenir du début de la phrase. Vous avez encore les premiers mots de la phrase qui sont en tête, et c'est ça qui permet de comprendre la phrase. Ce n'est pas juste des mots isolés les uns après les autres, il y a tout un ensemble, il y a un passé en fait. Un passé relativement récent, mais ce passé il est frais, et ce côté frais en fait, c'est parce que ce que vous venez de lire est encore en mémoire de travail. Donc mémoire de travail verbale parce que c'est tout le contenu, c'est comme la mémoire des numéros de téléphone, c'est parce que vous parlez, vous avez ce côté un peu verbal. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas possibilité d'avoir accès au sens de la phrase. Et donc ça va être possible uniquement avec l'attention. Et c'est pour ça que souvent on demande à un élève inattentif, dont on a senti qu'il était distrait, qu'est-ce que je viens de dire? Et souvent il n'est pas capable de le redire, ou il n'est pas capable de réexpliquer, parce que justement il n'avait pas mis en jeu ces mécanismes-là. Donc vous voyez que là, l'attention, en fait, dans cette situation qui est relativement simple, et qui encore une fois a un parallèle dans l'écoute attentive, elle va jouer un rôle absolument essentiel pour la compréhension, mémorisation. Donc il y a une sorte oui, c'est presque comme une vague là, qui va progressivement envahir le cerveau, et quand on est attentif, on va se laisser vraiment envahir. Et quand on est inattentif, on va plutôt rester fermé. On ne va pas être disponible. Alors ça peut avoir un intérêt de rester fermé d'ailleurs, parce que par ailleurs, c'est toujours intéressant d'avoir ça en tête, c'est que là, dans la condition attentive, le cerveau il est quand même occupé. Il est occupé à digérer ce qui vient d'être dit. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas tout de suite lui redonner une information. Il faut bien avoir ça en tête. Dans l'autre cas, il reste disponible et prêt à prendre une autre information. Et là encore, vous voyez, il y a ce côté très important dans l'attention qui est qu'il y a ce jeu, et c'est ce qu'on a vu avec ce phénomène de décision, juste avant là, que je montrais, ici, ça a un intérêt, ça peut avoir un intérêt de ne pas être attentif. On reste disponible pour autre chose qui peut potentiellement être plus important. Donc constamment, ce jeu, ce système de choix, de prise de décision par le cerveau, j'y vais pas. Si j'y vais, je m'engage, mais du coup, je vais être bloqué pendant un petit moment. Alors, un petit moment en termes de cerveau, ça veut dire une demi-seconde. Mais, ou alors, je reste disponible. Donc là, vous avez un peu, résumé sur ce film, un peu comment fonctionne l'attention globalement. Une attention qui va ici, dans ce cas-là, être dirigée par la consigne qu'a reçue la personne. Lire les mots gris. Donc cette consigne, elle est maintenue en mémoire, et c'est le maintien en mémoire de cette consigne, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est important, qui va décider d'ouvrir la porte ou de la fermer, pour laisser passer, envahir le cerveau ou non. Donc en tant qu'enseignant, votre rôle et votre challenge quotidien, c'est d'arriver à ouvrir cette petite porte pour avoir accès au coffre-fort des enfants, du cerveau des enfants. Avoir accès à ces zones un peu supérieures. Et alors, là, ce que je vais faire, c'est que au fur et à mesure, je vais glisser des petits éléments d'atoll, parce que comme ça m'évitera de faire une longue présentation, mais vous verrez que si vous y réfléchissez bien, en fait, vous cherchez pas, vous n'avez pas forcément besoin que cette porte soit ouverte en permanence, pendant toute l'heure. Hein? Il y a une sorte de contrat un peu implicite entre l'enseignant et les élèves, c'est qu'à partir du moment où on rentre dans une salle de classe, il faut être attentif, tout le temps.
Or, en fait, si vous regardez, si vous creusez un peu, vous n'avez pas forcément besoin d'une attention constante de tous les élèves tout le temps. Par contre, vous avez besoin, il y a certains moments où vous avez vraiment besoin d'une attention maximale quand il y aura, par exemple, une explication de consigne un peu compliquée. Vous avez surtout besoin d'une attention synchrone, que tous les élèves soient attentifs au même moment. Sinon, vous répétez 15 fois la même instruction, etc. etc. Ça, par exemple, dans Atoll, c'est quelque chose qu'on explicite. On dit, bon, bah, autant se mettre d'accord là-dessus, après tout. Puisque de toute façon, l'enfant, il est déjà en échec, puisqu'il sait qu'il ne pourra pas être attentif constamment pendant toute l'heure, donc il ne va pas essayer de le faire, ou alors il va essayer de le faire de façon complètement chaotique, à certains moments et pas à d'autres, pas du tout au bon moment. Donc par exemple, une chose qu'on fait, c'est qu'on a une petite signalétique avec des niveaux d'attention. Ben là, j'ai besoin d'une attention de niveau temps. Voilà, on a un petit A rouge ou A vert ou A orange. Là, attention maximale. Puis ça va durer à peu près 2 minutes ou tant de temps, alors pour ceux, dès qu'ils sont en âge de comprendre le temps, ou 30 secondes. Là, 30 secondes d'attention maximale. Et en fait, on se rend compte que les élèves sont quand même plus à l'aise avec ça. Le fait qu'on leur dit, bon, alors le reste du temps, ça ne veut pas dire que c'est la foire, hein, mais ça veut dire quoi? Une attention maximale, ça veut dire que s'ils n'ont pas une attention continue, ils vont rater quelque chose d'essentiel. Là, si je vous parle, si je vous dis tout d'un coup, je vous raconte quelque chose d'extrêmement compliqué, si vous ratez 3 mots, c'est même pas une seconde, vous allez complètement perdre le fil de toute l'explication. Donc vous n'aurez rien compris. Par contre, il y a d'autres moments, je ne sais pas, vous êtes en train de prendre vos notes, bah, cette seconde d'inattention, elle va avoir pour seule conséquence de perdre une seconde, parce qu'il n'y a aucun problème. Vous êtes plus en autonomie. Donc il y a des moments comme ça où l'attention doit être vraiment continue. D'ailleurs, en parlant de niveau d'attention, le niveau d'attention demandé, ce n'est pas une crispation, ce n'est pas un niveau de crispation, c'est pas je vous demande tout d'un coup de vous tendre, d'être comme ça. C'est comme ça souvent qu'on le voit. Non, en fait, le niveau d'attention, moi je l'assimile à une contrainte de continuité. Continuité de l'attention. C'est-à-dire qu'il faut qu'une attention qui soit vraiment continue par rapport à une attention, vous écoutez la radio, une surveillance un peu légère, quoi. Ça vous permet de faire autre chose un petit peu entre-temps. Voilà. D'ailleurs aussi, on a en fait certains enseignants qui disent oui, mais plutôt que d'annoncer attention élevée, etc., en fait, je laisse les élèves, je leur mets une petite jauge et c'est eux-mêmes qui décident à quel niveau ils se mettent en fonction de leurs compétences. Parce que vous avez des enfants qui vont mieux comprendre quelque chose, d'autres moins, donc ils ont besoin de moins d'attention, etc. Enfin, c'est intéressant parce que du coup, à travers l'attention, on peut introduire de la différenciation, on viendra là-dessus. Je surveille l'heure parce que je suis capable d'exploser complètement les créneaux. Mais j'ai quand même l'impression que tout ce que je vous dis est important à vous dire, ici. Donc voilà, donc l'attention en fait, elle va établir une connexion. Une connexion avec l'autre. Pourquoi? Parce que à partir du moment où je suis connecté, là, imaginons que je sois pas du tout en connexion avec vous, je ne me connecte pas du tout, je ne vous regarde même pas. Si à un moment, si tout d'un coup vous commencez à bouger, à manifester un désintérêt total pour ce que je suis en train de dire par un comportement du corps, je ne le remarquerai pas. Et donc je vais continuer exactement sur le même rythme, de la même façon, et il n'y aura pas cette connexion en fait, il n'y aura pas de cette prise d'information. Donc votre comportement ne va pas du tout m'affecter. À l'inverse, si vous n'êtes pas connecté à moi par votre attention, ce que je dis n'a aucun impact sur vous. Vous ne mémorisez rien, comprenez rien, vous n'allez rien en faire. Donc c'est vraiment ce qu'on cherche à obtenir avec l'attention, c'est cette espèce de couplage, de connexion entre deux personnes notamment, ou entre une personne et son activité. De façon à ce que fait l'un ait une importance pour l'autre. Ça lui fait quelque chose. C'est vraiment ça. C'est intéressant d'utiliser ce mot de connexion ou de contact, parce que, enfin surtout de connexion, parce que les petits jeunes maintenant, ils sont très sensibles à cette notion de connexion. Hein. Dès qu'ils vont quelque part, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait de la Wi-Fi ou de la bonne 4G, parce qu'ils veulent être connectés et ils veulent pour que l'information passe. Donc ça, c'est un vocabulaire qu'on peut très bien utiliser avec des jeunes, même des petits. Ils comprennent très bien ce que c'est qu'une mauvaise connexion. Et ça les horripile. Donc là, oui, je veux cette connexion. J'ai besoin, à ce moment-là, j'ai besoin d'une connexion stable avec toi, parce qu'il y a quelque chose qui va passer. À d'autres moments, il y aura moins besoin de cette connexion, on peut descendre en débit, etc. On utilise dans Atoll, on introduit très tôt, je crois, dès la première séquence, on introduit une notion de contact.
il y a des enseignants qui disent qu'ils utilisent, on a même une affiche, contact ou connexion. C'est là, j'ai besoin du contact avec vous. Et très curieusement, parce que finalement, dire contact, ce n'est rien d'autre que de dire attention. Ou bien, ok, c'est pas autre chose. Mais une fois que c'est expliqué avec un petit peu comme je vous l'ai fait, bah, c'est pas compris de la même façon. Le mot contact, en fait, il a un sens et il induit une vraie démarche. Ah, ok, je sais ce qu'on me réclame, je sais ce qu'on me demande, je sais quoi faire. Exactement. Donc, c'est l'idée, contact et connexion. Je continue. Donc, c'est un peu cette idée, voilà, que j'ai repris, d'un cerveau ouvert ou d'un cerveau fermé. C'est vraiment ça que va permettre l'attention et c'est pour ça que vous avez autant besoin de l'attention. Alors, hop, attention, j'aime bien ce film. Pas que j'aille trop vite. La deuxième chose à savoir sur l'attention, c'est que l'attention est sélective. Parce que si l'attention n'était pas sélective, il n'y aurait pas de problème. On dirait, ben, quitte à se connecter, on va se connecter à tout. Je vais être en permanence connecté à tout, avec mon attention. Seulement, il y a un problème, et là, je vais vous faire jouer un jeu avec un petit film qui est un peu moins connu qu'un autre. Maintenant, tout le monde connaît l'autre, mais celui-là... Bon, celui-là, il est avec des gobelets, comme vous l'avez vu. Donc, le jeu consiste à suivre une pièce de monnaie qui va être placée sous un gobelet. Voilà, ça dure 30 secondes et à répondre à la fin. Vous êtes prêts ? Voilà. C'est bien. Alors, vous vous doutez bien qu'il y a un piège. Le piège, il est là. Attendez, il faut que je le retrouve, voilà. C'est bon ? Et qui a vu le gorille ? Non, je vous rassure, il n'y avait pas de gorille. Mais, alors, qui avait vu le poivron ? Ouais, c'est souvent un peu les mêmes chiffres, vous êtes quelques-uns. Alors, je ne vous demande pas si vous aviez vu la pièce, ceux qui ont vu le poivron. Peut-être qu'il y en a. Ça ne va pas si vite, c'est pas impossible de voir le poivron et la pièce. Mais quand même, vous êtes une grande majorité à ne pas avoir vu le poivron. Et ce qui est très bien. C'est très bien de ne pas voir le poivron, parce que qui vous a demandé de regarder le poivron ? Bah, personne. Je vous ai expliqué la consigne, je vous ai demandé de suivre la pièce qui allait être sous un gobelet rouge. Donc la consigne, suivre la consigne, c'est ne pas voir le poivron. Enfin, à aucun moment dans la consigne, j'ai donné une instruction qui était de regarder aussi ce qu'il y avait en vert. Alors, donc ça veut dire que... Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour ceux qui n'ont pas vu le poivron ? Ben, votre cerveau, naturellement, il s'est recentré en termes de prise d'information sur ce qui était pertinent pour la tâche à réaliser. C'est-à-dire, c'est pas idiot, il y a 8 gobelets, mais finalement il n'y en a que 4 qui sont réellement utiles. Et en fait, même au-delà de ça, comme ça va pas très vite, ben, il suffit de suivre le gobelet, de s'intéresser qu'au gobelet rouge où il y a la pièce. Tout le reste n'a aucun intérêt. Donc, qu'est-ce que vous faites là ? Votre cerveau, c'est spontanément simplifier le monde pour le rendre plus facile, plus facile pour la tâche à réaliser, plus facile à manipuler, à traiter. Et c'est ça que permet l'attention aussi. L'attention permet ce filtre qui permet de rejeter dans le sorte de fond, de bruit de fond, tout ce qui n'est pas intéressant et de mettre en lumière, comme avec un projecteur, ce qui est vraiment intéressant pour ce qu'il faut faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas vu le poivron. Pour ceux qui ont vu le poivron,
bah après tout, alors soit ils ont juste regardé comme ça sans faire trop attention à la pièce, soit à un moment une petite saccade oculaire, un petit déplacement de l'œil, hop, qui va attirer, et puis après on revient à la pièce. Mais si le film allait beaucoup plus vite, on pourrait vraiment, ce serait soit la pièce, soit le poivron. Donc vous voyez quelque chose d'important là encore qu'on retrouve, c'est que l'attention va être très facilement guidée par l'intention, IN. Vous avez une intention, vous cherchez à faire quelque chose, ce que vous cherchez va naturellement établir une hiérarchie entre tous les éléments que vous pouvez percevoir, tout ce que vous pouvez regarder, entendre, etc. Et cette hiérarchie, en fait, va conditionner ou orienter l'attention. L'attention va s'orienter naturellement sur ce qui est en haut de la pile. Donc vous voyez quand même le pouvoir de l'intention, simplement du fait d'avoir quelque chose à faire, de se donner quelque chose à faire sur l'orientation de l'attention. C'est quand même assez puissant. Et s'il y a ce phénomène-là, c'est bien parce que le cerveau a une certaine difficulté à manipuler trop d'informations. Or, moi j'aime bien dire qu'il y a, je crois que les dernières estimations, c'est de l'ordre de 80-90 milliards de neurones, 90 milliards de neurones, et 8 gobelets. C'est pas comme s'il n'y avait pas assez de neurones pour suivre tous les gobelets. Hein. Mais c'est juste l'organisation du cerveau qui est telle que on n'a pas du tout évolué pour arriver à regarder comme ça plusieurs choses en même temps. Ce ne serait pas très compliqué de les câbler, ces neurones, d'une certaine façon, enfin au moins de créer un réseau de neurones artificiels qui soit capable de suivre parfaitement bien la position de 8 gobelets. Mais simplement, il n'y a eu aucune contrainte évolutive, donc le cerveau n'a pas évolué pour ça. Donc on ne peut pas faire attention facilement à plusieurs choses à la fois. On n'est pas multitâche, comme on dit. Donc, hop. Comme l'attention, donc ça veut dire comme l'attention est sélective, et comme on parle de connexion, dès l'instant où vous vous connectez à quelque chose avec votre attention, vous devez vous déconnecter d'autre chose. Donc qui dit connexion, dit déconnexion, toujours. Vous savez, on parle d'hyperconnexion, mais c'est aussi de l'hyperdéconnexion. Toujours avoir ça à l'esprit. Donc il y a toujours cette notion de choix, là que j'avais illustré avec ce petit bonhomme. Il a cette petite couverture, il est en hiver, il a froid, il chauffe pas bien son appartement. Soit il remonte et il a pas froid, enfin il a froid aux jambes, soit il descend et il a froid en haut. L'attention, c'est ça, il faut toujours sélectionner le bon endroit où la mettre parce que c'est comme une couverture un peu petite. Je passe à l'étape suivante. Je vous laisse un peu digérer ça. Je viens d'écrire une chronique dans Cerveau et Psycho qui disait qu'il fallait laisser des petites pauses. Parce qu'il y a un mécanisme entre l'hippocampe, qui est une structure impliquée dans la mémoire, et le cortex préfrontal qui s'envoie des petites informations. En fait, il se rejoue un petit peu ce que vous venez d'écouter. Donc je vous laisse une micro-pause. Ouais, micro quand même, parce que sinon... pour vous parler en fait du lien subtil qu'il y a entre attention et concentration, qui est probablement une des questions qui revient le plus. Quelle est la différence entre l'attention et la concentration? Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose, même si en fait, dans le vocabulaire de tous les jours, souvent on utilise l'un pour l'autre, et moi aussi je le fais d'ailleurs. Mais il y a quand même une petite subtilité. C'est que, regardez cette image. Donc, voilà donc une petite fille très occupée, elle s'amuse, et là elle s'amuse à peindre ses ongles. Bon. Il y a plusieurs composantes qu'on peut identifier. Un, c'est que clairement, donc il y a ce mot de perception qui est important. On est bien d'accord que la perception, c'est ce qu'on perçoit. C'est ce qu'on perçoit du monde. Ou de soi-même. Hein. Ça peut être visuel, ça peut être auditif, ça peut être des sensations du corps, etc. C'est ça ce que j'appelle une perception. Donc là, parmi tout ce qu'elle peut percevoir du monde à ce moment-là, il y a une perception, un type de perception qui va tout d'un coup être privilégié, qui est déjà de nature principalement visuelle dans ce cas-là, et qui, en plus de ça, ce n'est pas tout le champ visuel, c'est un élément extrêmement précis, et c'est en fait la position du vernis sur son ongle. C'est ça, c'est vraiment ça qui est important pour elle à ce moment-là. C'est là qu'il y a l'information importante, on peut dire comme ça. Alors si elle faisait ça, si elle était juste attentive, en fait, elle regarderait ça et elle dirait « Ah ok ». Mais il ne se passerait rien. Elle aurait juste l'attention posée sur le vernis. Mais elle est en fait concentrée sur une tâche.
Elle n'est pas juste concentrée sur son ongle, elle est concentrée sur une tâche. La concentration, ça implique toujours une tâche. C'est-à-dire qu'en fait, on a une interaction avec son objet d'attention. Et là, elle a une manière particulière d'agir, qui est, enfin, elle fait attention également à bien faire quelque chose. Vous voyez, elle fait attention à la position du vernis, elle fait attention à, mais elle fait également attention à bien faire quelque chose. Et ce bien faire, c'est quoi? C'est à manipuler délicatement son petit pinceau. Donc il y a une sorte de composante d'attention à l'action. Ce qu'elle est en train de créer, enfin ce qui se passe dans son cerveau à ce moment-là, c'est une sorte de couplage entre perception et action. Je vois, je fais, je vois, je fais. Le cerveau, il fonctionne beaucoup comme ça, perception-action. Je perçois, je fais. Donc en fonction de ce que je vois, j'agis d'une certaine façon. Et ma manière d'agir, là, qui va être de mettre du vernis à un autre endroit, bah, ça va changer ce que je perçois. Et donc, je vais me mettre à agir également d'une autre manière, etc., etc. Couplage, perception, action. C'est des cycles. Hein. Le cerveau, il fonctionne beaucoup par cycle. Donc, il y a ces deux trucs qui vont se coupler de façon assez efficace et qui ne vont pas juste se faire au hasard, qui vont être orientés par une intention très claire. Et cette intention ici, c'est qu'à la fin de son activité, il y a du vernis partout sur l'ongle, mais pas du tout sur la peau, uniquement sur l'ongle. C'est une intention extrêmement claire. Donc il y a ces trois composantes qui reviennent beaucoup dans Atoll, c'est en fin de programme, mais qui permettent en fait d'expliquer à un enfant ce que ça veut dire que d'être concentré. Ça veut dire quoi finalement se concentrer? Se concentrer, c'est utiliser une sorte de petit mode d'emploi qui va désigner très précisément une perception à privilégier, une manière d'agir et une intention. Perception, attention, perception, intention, et alors plutôt qu'action, pardon, on dit manière d'agir, parce que ça permet d'avoir, ça fait un acronyme qui fait PIM, PIM, qui permet de s'en souvenir, parce que PIM, ça fait aussi pouce index majeur, c'est assez pratique. Donc ça, dans la BD, j'avais utilisé ça, c'est un petit trépied qui permet de stabiliser l'attention. Je vais vous donner tout de suite deux autres exemples. Imaginez que, comment dire, perception, intention, manière d'agir. Si je vous explique comment vous rendre, ce que je serais bien incapable de faire, comment vous rendre, je sais pas, la boulangerie la plus proche. Alors je vous expliquerai, voilà, vous vous levez, ensuite vous sortez, il y a la porte, vous vous retrouvez dans un hall, puis le hall, si vous regardez sur votre gauche, il y a un espace vitré avec une porte, etc. Donc je vous décris ça, je vous décris en fait le chemin. Si vous... Là je pourrais faire un petit sondage mais que je ne ferai pas, je suis sûr qu'une majorité d'entre vous qui m'écoutent avec attention, en fait associe une petite image mentale à chacun des éléments de la description que j'ai faite. Donc la porte, vous voyez en gros la porte, le hall derrière, un petit flash, hop. Donc qu'est-ce que vous faites? Parmi tout ce que vous pouvez percevoir du monde, tous les signaux que vous pouvez percevoir, auditifs, visuels, etc., votre attention est plutôt sur ma voix. Elle est posée sur ma voix. Donc vous faites attention à ma voix. Mais vous ne m'écoutez pas passivement. Vous ne m'écoutez pas passivement parce que vous faites ce petit effort, ce n'est pas vraiment un effort, mais ce petit geste qui en fait est une conversion. Vous êtes en train de convertir un signal, quelque chose qui est de nature sonore, auditive, en une image. En une image qui est comment? Une image qui est mentale. Donc vous voyez que cette petite conversion-là, c'est du vocabulaire de neurosciences ou de psychologie cognitive extrêmement simple. On fait référence à ce petit geste simplement qui consiste à, quand j'entends un mot, à me faire une petite image de ce que m'évoque le mot, une petite image mentale. Et donc, en fait, vous associez à ce que vous entendez, à votre cible attentionnelle, une manière d'agir qui est particulière, qui est une manière d'agir mentale. Elle est mentale parce que moi, en fait, quand je vous regarde, je ne peux pas savoir, je ne peux pas me rendre compte si vous le faites ou non. Je n'ai pas moyen de le savoir. C'est pas comme si je vous demandais de lever la main dès que je dis le mot éléphant. Parce que là, je le verrais bien. Votre manière d'agir serait dès que vous entendez éléphant, de lever la main. Mais là, c'est une manière d'agir qui est mentale, mais qui n'en est pas moins une manière d'agir. C'est quelque chose, vous êtes actif, c'est quelque chose que vous décidez de faire, vous le faites. Et
Donc on a cette composante de perception de manière d'agir et ce couplage en fait perception-action qui est guidé par une intention. Et l'intention c'est quoi? C'est en m'écoutant de vous faire ce petit film ou cette petite série d'images qui vous indique comment sentir. Donc là, j'ai passé un petit peu de temps, mais c'est pas mal. Est-ce que ça vous fait un exemple de si quelqu'un me demandait, vous allez m'expliquer, ok, quand vous m'expliquez le chemin, là, j'arrive pas à me concentrer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se concentrer? Je dirais, voilà exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, faire attention à ce que je dis, poser votre attention sur ma voix, sur les mots qui sortent. Donc, faire ce petit geste de conversion pour d'évoquer des petites images mentales au fur et à mesure, et dans le but de vous créer cette espèce de petit film que après vous seriez peut-être capable de raconter à quelqu'un d'autre. Donc j'ai donné un mode d'emploi pour se concentrer. Je ne peux pas plus expliquer que ça ce qu'il faut faire pour se concentrer quand quelqu'un vous explique un chemin. Alors après, ça ne veut pas dire que tout le monde est obligé de faire comme ça. On peut fonctionner différemment, il y en a d'autres qui vont fonctionner, j'ai même du mal à imaginer comment, mais en s'imaginant peut-être avec le corps. Par là, puis par là, puis par là. Quelqu'un à qui on décrit, vous savez, les gens qui font de la voltige aérienne, ou à quelqu'un qui va faire une figure de gymnastique, cette personne, elle aura besoin plutôt de transcrire sous forme de mouvement du corps, plutôt que sous forme d'image mentale, ou les deux. Mais en tout cas, donc il y a des petits modes d'emploi qui peuvent varier, ces modes d'emploi peuvent varier d'une personne à une autre, mais quand on a trouvé son bon mode d'emploi pour une certaine activité, après on peut le réutiliser, l'utiliser tout le temps. C'est extrêmement pratique parce que, ah oui, tiens, quelqu'un m'explique quelque chose, je suis un peu dans ma bulle, là, je suis un peu dans mes pensées, mais je dois être immédiatement attentif, je sors mon petit PIM là et hop, je suis... Dans Atoll, les 2 dernières séquences, donc sur 10, sont sur ces PIM. Expliquer ce que c'est que... Donner des tas d'exemples de PIM. Il y a un PIM pour... prenez en maternelle, l'enfant il doit remplir un verre d'eau sans renverser. Il y aura un PIM pour ça. Qu'est-ce qu'on doit regarder? Ce qu'il faut regarder, c'est le niveau de l'eau. C'est la surface de l'eau. C'est pas forcément... C'est pas ses pieds, c'est pas le copain. On doit regarder continuellement le niveau de l'eau qui monte. On doit faire attention à bien faire quoi? À bien contrôler les mouvements fins, l'angle de la bouteille avec sa main, c'est ça. On doit faire attention à bien faire quoi? À bien ajuster l'angle. Comme ça, le débit, c'est pas trop rapide. Et l'intention, c'est quoi? L'intention, c'est que l'eau se rapproche pas plus de la surface de l'eau, qu'on n'aille pas plus près que, je ne sais pas, 1 centimètre. Comment voulez-vous expliquer plus clairement à un enfant comment se concentrer pour verser un verre d'eau, pour verser de l'eau dans un verre sans renverser? Alors, en fait, vous me direz, c'est quand même incroyablement compliqué. Est-ce qu'il faut réfléchir à tout ça dès qu'on fait quelque chose? Non. Évidemment non. Ça, c'est un truc qui est toujours sous-jacent dans Atoll, c'est de dire que quand l'enfant ou vous, finalement, faites comme d'habitude et que ça se passe très bien, à aucun moment vous devez vous poser la question de l'attention ou de comment être plus concentré, puisque en faisant comme d'habitude, ça se passe bien. Simplement, il y a certaines petites actions, des moments où on va avoir du mal à basculer d'une activité à une autre, ou alors, même si on a juste l'intention, on se dit, je vais séparer le blanc des jaunes. Je sais faire, je prends mon œuf, crac, puis je sépare le blanc des jaunes. Sauf que j'ai juste l'intention de le faire, mais malgré tout, je vais rater, je vais mettre du jaune et puis je recommence et je re-rate, etc. Dans ces cas-là, ça peut être intéressant de se dire, c'est quoi mon PIM en fait? Qu'est-ce que je dois vraiment regarder? Et je dois faire vraiment attention à faire quoi? Et puis, ok, d'accord. Donc délicatement, écarter les coquilles, délicatement passer. Des petites choses comme ça où on remarque qu'il y a un sentiment d'erreur, il y a un risque d'erreur plus élevé. Et dans ce cas-là, c'est là où on a ce petit catalogue de PIM qu'on peut se faire, qui est intéressant à développer dans Atoll. On donne pas mal d'exemples, mais ça permet de faire pas mal de créativité. On peut jouer à échanger des PIM. Tiens, toi, tu t'y prends comment? Tiens, je vais essayer que la manière dont tu t'y prends. Tiens, ok. Qu'est-ce que ça donne? Donc voilà. Je passe beaucoup de temps là-dessus parce que c'est important. Je vais passer des éléments. Remarquez, j'ai le temps en fait. Il me reste combien de temps? Eh bien écoutez, je continue à spam read parce que je suis très satisfait du fait que j'ai le temps de vous dire beaucoup de choses en fait.
on retrouve en fait ces PIM dans le cerveau. Alors voilà un exemple. Comment ça se passe dans le cerveau tout ça? Il y a donc ça c'est une petite expérience qui a été menée où on a vraiment, enfin pas nous mais un autre groupe, enregistré l'activité de neurones dans une tâche qui consistait à cliquer quand on voyait apparaître sur un écran un rond et ne pas cliquer quand c'était un triangle. C'est ce qu'on appelle une consigne, consigne toute bête. Et bien dans ce cas-là, on voit CPFL, ça veut dire cortex préfrontal latéral. Donc c'est la partie latérale du cortex préfrontal. C'est toujours un peu les mêmes zones, c'est intéressant d'ailleurs. On voit des neurones, enfin on peut enregistrer des neurones, dont l'activité va être continue pendant tout le temps de la tâche. Que font ces neurones? Eh bien ces neurones font quelque chose de très simple. Ils vont simplement garder la consigne en mémoire, et quand ils vont recevoir, je crois que c'est la diapo suivante, ils reçoivent de l'information du cortex visuel. C'est le côté perceptif. Je me rends sensible quand je fais cette tâche. À quoi? Quelle est la perception que je dois favoriser? Je dois faire particulièrement attention aux formes qui apparaissent à l'écran, à la forme de l'objet qui apparaît à l'écran. Pas à sa couleur, à sa forme. Donc, ça permet de répondre à la question quelle forme apparaît à l'écran. Et là, j'envoie ça à ces neurones-là qui vont simplement, comme ils ont gardé la consigne en tête, en mémoire, c'est cliquer si et seulement si la forme est un rond. C'est une sorte d'aiguillage. Ça m'arrive, porte logique, c'est un rond. Si c'est un rond, j'envoie de l'activité, je vais réveiller les neurones du cortex moteur, qui est par là. Le cortex moteur, c'est celui qui permet de mettre les muscles en action. Et en particulier, l'index, pour aller faire une flexion et appuyer, cliquer sur la souris. Donc tout ça est préparé et vous voyez que le cerveau s'est mis dans les conditions idéales pour bien faire l'exercice. Si c'est un triangle, enfin si la forme qui est détectée est un triangle, dans ce cas-là, ne pas appuyer. Et si cette population de neurones-là, tant qu'elle est parfaitement active, eh bien la tâche est faite parfaitement. C'est-à-dire de l'extérieur, vous voyez quelqu'un qui ne fait aucune erreur pendant des heures durant. Idéalement, si ces neurones pouvaient rester actifs tout le temps. Et donc on dirait de l'extérieur que cette personne est parfaitement concentrée sur ce qu'elle fait. Donc vous voyez, c'est étonnant parce qu'il y a une sorte d'adéquation, ici presque d'égalité, entre la capacité de concentration et la capacité à maintenir ces neurones actifs, c'est-à-dire à maintenir activement en tête la consigne. Qu'est-ce que je dois faire? Et le problème qui va se poser à nous, c'est que parfois il faut changer de consigne. Tout d'un coup, on dit à la personne, maintenant on a changé la règle, il faut cliquer quand c'est un triangle et plus cliquer quand c'est un rond. Ce qu'on constate expérimentalement, c'est que d'autres neurones du même coin vont se mettre à s'activer et que les premiers vont se désactiver en gros. Ça va fonctionner comme ça. Et donc là, on est face à un problème pour le cerveau. C'est que tout fonctionnerait très bien si on avait cette capacité à activer des neurones, les laisser actifs aussi longtemps qu'on veut, puis tout d'un coup les désactiver, en réactiver d'autres, etc. Sauf que ça ne marche pas si bien. Ça ne marche pas si bien parce qu'il y a une double exigence de stabilité. Il faut être stable et en même temps il faut être flexible. Pas facile. Il faut que l'activité elle puisse se maintenir très longtemps, mais en même temps qu'on puisse immédiatement désactiver et réactiver autre chose. Et bien ça, le cerveau, la nature n'a pas trouvé une solution parfaite à ce problème. Donc qu'est-ce qui se passe? On a des neurones qui peuvent quand même relativement bien garder une consigne en mémoire, mais au bout d'un petit moment, la mémoire elle disparaît. Et quiconque a fait l'expérience de partir chercher un objet quelque part et d'arriver de plus savoir ce que c'était, a vécu ça en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un oubli de l'intention. On avait une intention au départ et on l'a oubliée. Donc, dans le vocabulaire d'Attal, on appelle ça un ouin, un oubli de l'intention. Ouin. On avait une intention qui était assez claire et hop, parti. Parti parce que ces neurones ils ne sont pas conçus pour être actifs en permanence et de façon stable, parce que sinon ça poserait un problème au niveau de la flexibilité. C'est-à-dire qu'on aurait du mal à changer, à s'adapter au nouveau contexte. On continuerait. Les gens qui ont des lésions de ces régions-là, des patients, ont des problèmes je crois qu'ils appellent ça persévération. Plus que persévérance, c'est vraiment je continue à faire le truc, même si en fait tout m'indique que c'est plus ce qu'il faut faire. Je conduis en Angleterre, je vais conduire à droite de la chaussée.
Parce que c'est comme ça que je conduis. J'ai appris à conduire, je ne peux pas m'adapter au nouveau contexte. Donc on a ce problème-là qui explique beaucoup de choses, qui explique toutes les difficultés qu'on a à passer soudainement d'une chose à une autre, et en même temps toute la difficulté qu'on a à rester vraiment concentré. On est face à ce problème-là qui est constant, et qui explique pas mal de choses chez les élèves. Alors au passage, on revoit une nouvelle définition, enfin un nouvel aperçu de ce qu'est la concentration, c'est que au moment d'aborder une tâche, le cerveau va tout d'un coup se mettre avec des petits réglages fins. En fait, il va se rendre sensible à certaines informations plus qu'à d'autres, parce que le cerveau il a cette capacité à aller un petit peu activer. Par exemple, vous cherchez un objet bleu dans une pièce, ou vous cherchez un oiseau bleu, mettons. Donc déjà, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une augmentation de la sensibilité de zones du cortex visuel qui sont sensibles au mouvement, aux petits mouvements. Et puis, parmi tous les neurones qui sont sensibles aux différentes couleurs, il y en a qui vont être plus sensibles au bleu, et ces neurones-là aussi, il va y avoir une sorte de... Vous savez, comme une table de mixage, là, où vous augmentez certains paramètres, d'autres non, vous jouez sur ces petits potentiomètres, ces boutons, pour avoir un petit peu plus ceci, un peu moins cela. C'est exactement ça qui va se passer. C'est-à-dire que ces zones du cortex visuel plus sensibles au bleu vont devenir encore plus sensibles. Et donc, quand quelque chose de bleu va apparaître, tout d'un coup, on va le détecter. Et puis, de la même façon, en termes de... On va se préparer à réagir d'une certaine façon. Dans cet exemple simple, on va se préparer à cliquer. Donc, les zones du cortex moteur qui sont là pour, je sais pas, bouger les pieds vont être un petit peu inactivées, et d'autres qui sont plus là pour appuyer, pour cliquer avec la main, vont être un petit peu dans une attitude de préchauffe. Donc le cerveau il va se spécialiser le temps de la tâche pour être plus efficace dans ce qu'il faut faire. Et être concentré, c'est ça en fait. Être concentré, c'est avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec ce dont dispose le cerveau à un moment donné, il va se mettre dans les meilleures conditions possibles pour réaliser ce qu'il a à faire. Ça ne veut pas dire qu'en fait que tout d'un coup vous allez savoir jouer du piano alors que vous ne savez pas du tout jouer du piano, parce que ça c'est pas possible, parce que ce qu'il faudrait, il vous faudrait des nouveaux réseaux de neurones conçus pour justement faire toute la gestuelle complexe du piano. Ça c'est le travail de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est d'amener le cerveau à un moment donné à être capable de réaliser une action donnée ou d'adopter un certain comportement. Ça peut prendre des années. Mais une fois que le cerveau est ce qu'il est, qu'il a été sculpté par l'expérience et l'apprentissage, à ce moment-là, la concentration, c'est ce qui va permettre justement d'utiliser au mieux votre cerveau tel qu'il est à l'instant T pour faire la tâche que vous devez mener. C'est vraiment comme ça que va fonctionner la concentration. Et c'est pour ça, en fait, le corrélat immédiat, c'est qu'on peut... Enfin, il y a là une clé en fait pour donner énormément de confiance en soi à un enfant, ou même à nous. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'un enfant qui a des clés pour arriver à se concentrer, puisqu'il maîtrise son attention et sa concentration. Et ben, au moment d'aborder une activité, il a confiance dans le fait, non pas qu'il va réussir, mais qu'il va être capable de faire du mieux qu'il peut. Et vous voyez à quel point ça peut être déculpabilisant. J'ai raté, mais je ne pouvais pas faire mieux. Pour faire mieux, il aurait fallu que j'apprenne d'autres choses avant. Alors après, du coup, je peux me mettre dans une démarche d'apprentissage pour essayer de combler les lacunes, d'essayer d'acquérir ce qui me manquait. Mais en tout cas, j'ai la certitude que j'ai fait du mieux que je pouvais. Et c'est quand même extrêmement rassurant. Ça, du coup, on est vraiment dans la bienveillance, etc. Voilà. Donc cette notion, alors pourquoi il y a ce mot task set? Je passe cette diapo. C'est vocabulaire scientifique pour désigner ce que j'appelle des PIM. Bien. Oui. Bah, ça vous faites votre petite pause. Puis moi, je prends un petit gâteau. Tiens, bah, oui, amusez-vous à trouver Charlie. Pendant ce temps-là, je mange mon gâteau. Il est très facile à trouver. Il est là. Non, je crois qu'il n'est pas dans l'autre image. C'est pas grave, ça vous a fait travailler. J'ai mangé mon morceau de gâteau.
Non, en fait, c'est pour vous montrer que là, j'ai donné une vue qui se veut donc assez explicative sur ce qu'est la concentration, avec cette histoire de réglage, de sensibilité, etc. Mais c'est pour vous montrer qu'en fait, le même principe s'applique à des situations plus compliquées. Donc là, on est encore dans un cas simple. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se concentrer pour trouver Charlie? On peut se rendre sensible, j'utilise tout le temps ça en fait, faire attention à, se rendre sensible à, comme l'image du bleu. On peut se rendre facilement sensible à tous les éléments rouges de l'image. C'est-à-dire qu'on va trouver le petit détecteur de rouge et on va augmenter sa sensibilité. Par contre, on n'a pas forcément de détecteur de Charlie. On n'a pas de détecteur de Charlie. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas tout d'un coup vous régler pour trouver instantanément Charlie dans l'image. Ça ne va pas fonctionner comme ça. La seule façon d'y parvenir, c'est de commencer par réduire la complexité de la tâche en allant regarder uniquement là où c'est rouge, parce que vous savez que Charlie sera par là. Et après, séquentiellement, ce que vous faites, c'est que vous faites une sorte de comparaison entre une image, une sorte de cible que vous gardez en tête de Charlie, et ce que vous voyez. Donc ça, c'est votre manière d'agir. Votre manière d'agir qui, à nouveau, est finalement, c'est assez intellectuel. Hein. C'est comparer ce que j'ai sous les yeux avec ce que je recherche, ce que j'ai en tête. Mais c'est quelque chose d'assez clair en termes d'action. Je compare, c'est ça, c'est Charlie, non, 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 oui, c'est Charlie, etc. En fait, j'utilise ça pour vous dire que, parce que j'ai parlé de PIM, à quoi est-ce qu'on peut faire attention? Ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, dans le programme ADOL pour les ados, on commence beaucoup là-dessus, mais c'est le fait de bien distinguer entre les cibles complexes et les cibles simples. Cible simple, c'est quelque chose, si vous me demandez d'y faire attention, j'y fais immédiatement attention. Je vois tout de suite comment y faire attention. Si vous me demandez de faire attention à la pièce sous le gobelet rouge, bah oui, j'ai qu'à le faire, c'est facile. Par contre, il y a des choses auxquelles il est plus difficile de faire attention, que vous ne pouvez pas vraiment donner comme cible attentionnelle. Un exemple, vous prenez un enfant prenez en CE1 ou en CP, vous dites, voici un texte, même en fin de CP, trouve-moi toutes les fautes d'orthographe. Est-ce que le concept de faute d'orthographe peut constituer une bonne cible pour l'attention de l'enfant? Évidemment, à cet âge-là, peut-être de rares exceptions près, non. C'est beaucoup trop complexe. Donc, ça veut dire que la consigne, elle va être de faire attention à quoi? Par exemple, au premier mot de chaque phrase, pour vérifier que ça commence bien par une majuscule, que l'enfant a bien mis sa majuscule. Donc, on va adapter en fait la consigne attentionnelle à ce qu'est capable de faire l'enfant. Par contre, dès le, je sais pas, CE2, CM1, CM2, on va pouvoir commencer à donner comme consigne de chercher les fautes d'orthographe dans le texte. Et ça devient quelque chose de concret. Ça devient une vraie cible. On peut dire, ok, je regarde ce texte et je l'aborde pour détecter toutes les fautes d'orthographe. Tac, tac, tac. Enfin, au-delà d'un certain niveau de maîtrise de l'orthographe, ça devient une cible possible. Donc ça veut dire qu'en fait, ces programmes, ces PIM, là, ces PIM, on va les adapter en fonction du niveau de l'élève pour arriver à chaque fois à ne pas le mettre en échec. Et éventuellement, on peut avoir deux élèves, un qui va utiliser un PIM qui est plus abstrait que l'autre, parce que pour lui, ça va. Le concept de faute d'orthographe, il est passé. Il a son petit détecteur de faute d'orthographe, alors que l'autre ne l'a pas. Pour l'autre, on va devoir passer à un niveau qui est plus élémentaire. Je vous prends un autre exemple. Là, en fait, Charlie, c'est une situation de recherche visuelle attentionnelle. C'est une tâche hyper classique en neurosciences cognitives. Enfin, vous avez une cible et donc vous la cherchez. Eh bien, dans le système scolaire, on retrouve très très souvent ce type d'exercice. Simplement, la complexité et l'abstraction en fait, de la cible augmente avec les classes. Là, par exemple, la consigne, ce serait de prendre la page Wikipédia sur Napoléon Ier et de relever tous les éléments de biographie. Pour après rédiger un petit texte sur Napoléon plus court. Donc ça veut dire que là, il faut bien imaginer que l'œil va se balader, le regard va se balader à travers le texte, et ce n'est pas Charlie qu'on cherche, mais c'est des éléments d'information sur la vie de Napoléon. Donc là, on a encore monté d'un niveau en termes d'abstraction. Mais c'est toujours cette
le geste est le même, c'est-à-dire que le regard se pose et est-ce que ça m'apporte quelque chose? Est-ce que ça répond aux questions que j'ai sur la vie de Napoléon? Oui, non. Et on passe. Donc la manière d'agir augmente en complexité. Elle serait très abstraite pour un élève plus jeune, mais pour un élève à partir d'un certain niveau, c'est évident. Ça peut être évident de mettre en jeu, enfin de réagir de cette manière-là au texte. Donc vous voyez, en fait, on va jouer quand même sur ces différents niveaux. Et la notion de PIM est finalement assez riche, parce que ça permet d'aller assez loin. Moi, j'ai interrogé récemment une joueuse de tennis qui avait été 30e mondiale, et qui m'a décrit ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait mis 7 ans à trouver pendant sa carrière. C'est-à-dire qu'elle avait trouvé plus que ça. Elle a trouvé qu'à 25 ans, à mi-carrière, une technique pour se concentrer quand elle joue au tennis. Et en fait, ce qu'elle m'a décrit, c'était exactement un PIM. Elle ne connaissait pas le concept de PIM, parce qu'elle ne l'avait jamais vu, elle n'avait jamais réfléchi comme ça, mais elle m'a dit, ça m'aurait fait gagner des années dans ma carrière. Alors peut-être qu'il y en a certains qui se demandent ce que c'était. Eh bien, c'était d'essayer de voir la balle dans son tamis au moment de l'impact. Ce qui n'est pas évident. Hein. Mais vous voyez que c'était une cible attentionnelle extrêmement précise pour elle. Donc elle essayait de faire attention à ça, donc ça nous donne le P. Le M, c'était quoi? Eh bien, la manière dont elle agissait par rapport à ça, c'était d'orienter son tamis, le tamis de sa raquette. Parce qu'elle avait remarqué que si elle orientait son tamis vers le haut, comme ça, eh bien forcément la balle allait monter, donc elle n'irait plus jamais dans le filet. Elle ne faisait plus aucune faute. Donc c'était, j'ai mon objet d'attention, moi j'agis d'une certaine façon par rapport à cet objet, pour qu'à la fin l'intention soit que la balle monte. Et ben voilà, elle avait utilisé un PIM, en disant finalement, sur quoi doit se porter mon attention pour être efficace? Quelle est mon intention et comment je dois agir? Qu'est-ce que je dois faire en fait? Une fois que j'ai vu la balle dans la tamis, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajuster l'angle. C'est pour vous dire qu'en fait, généralement, en fait, ce qui se passe par rapport à l'attention, c'est qu'on fait comme d'habitude, comme je vous ai dit. Mais assez souvent, il y a moyen de porter son attention différemment et plus précisément pour en fait que les choses deviennent beaucoup plus faciles. Donc ça, c'est une clé formidable dans l'apprentissage, parce qu'une fois qu'on a compris ça, on se met à réussir tout d'un coup des choses qu'on n'arrivait pas à faire. Et cette notion de PIM est une voie d'entrée là-dedans, pour réfléchir finalement à quoi je dois faire vraiment attention dans cet exercice-là. Donc j'en mets 12 couches, parce que ça me paraît important. Donc encore perception, attention. Alors, ok, bon, j'ai pas mal avancé dans la tôle finalement. J'ai quelques petites diapos sur la mesure de la concentration parce que je trouve que c'est intéressant de vous montrer ça. Il y a des moyens, on a mis au point au labo un jeu qui consiste, une sorte de petit test qui permet de mesurer la capacité à se concentrer. C'est très simple. C'est sur une tablette. Vous voyez une première lettre qui apparaît à l'écran, comme le T là, puis 4 lettres. Et la consigne, c'est simplement de rechercher la première lettre parmi les 4. C'est Charlie, mais avec des lettres. Soit vous le trouvez, soit vous ne trouvez pas la lettre. Si vous ne trouvez pas, vous appuyez d'un côté de l'écran. Si vous trouvez, vous appuyez de l'autre côté de l'écran. Ça dure 2 secondes. Ça se répète avec des nouvelles lettres, etc. etc. Donc si vous avez été bien attentif, vous avez compris. Donc un cerveau bien concentré, comme je vous dis, il porte à chaque instant son attention sur ce qui est utile pour la tâche à réaliser, pas ses pieds, pas l'oiseau par la fenêtre, etc. Et puis, il met en jeu uniquement les processus pertinents pour cette tâche. Donc, comme on a dit, là, un cerveau est capable de se spécialiser le temps de la tâche pour mettre en jeu juste ce qu'il faut pour arriver à bien faire l'exercice. Paf. Alors, qu'est-ce que ça donne? En fait, il suffit de mesurer le temps que met la personne pour appuyer, pour constater si elle était bien concentrée ou non, parce qu'il y a des moments où son cerveau va, à ce moment-là, faire autre chose. Donc là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez toutes les fois où on lui a présenté des lettres, donc l'exercice s'est répété, ça c'est le temps qui défile, axe des X, et puis en axe des Y désordonnés, ce que vous voyez c'est le temps mis pour appuyer, plus c'est haut, plus c'est long. En bas, c'est rapide. Qu'est-ce qu'on attendrait de quelqu'un qui est très très bien concentré? On attendrait une sorte de ligne droite. C'est-à-dire un temps de réaction très très stable. Okay. Pourquoi? Parce que, là encore, pour le cerveau, reconnaître la lettre et la mémoriser, ça prend un certain temps, qui ne dépend quasiment pas de la lettre. Ensuite, trouver la lettre parmi les 4, ça dépend quasiment pas des lettres, de façon minime. Puis après, appuyer oui, non. Donc il n'y a aucune raison
que le temps mis pour appuyer dévie. Sauf qu'en fait, ce qu'on observe en vrai, c'est ça. On observe en vrai, vous voyez, ça c'est un temps de 500 millisecondes, donc une demi-seconde. Là, par exemple, 4 fois de suite, quasiment comme un robot, une demi-seconde, une demi-seconde, une demi-seconde, une demi-seconde. Très bonne, voilà, attention très stable, enfin, concentration, comme vous le voulez. Là encore. Et puis alors, il y a des moments, là, tout d'un coup, il faut quasiment une seconde. Là, il y a eu un petit pari, là, il y a des erreurs. Donc en fait, on voit vraiment s'afficher cette espèce de concentration dans le temps, qui en fait est très variable. Et ça ne paraît pas grand-chose, mais le fait que là, le cerveau de cette personne, tout d'un coup, ait mis le double du temps, eh bien, imaginez là, dans la situation dans laquelle on est, donc je vous parle, ça veut dire qu'au lieu de mettre une demi-seconde pour comprendre un mot, bah, peut-être que vous allez mettre une seconde. Et puis, bah, pendant cette demi-seconde en plus, pendant laquelle votre cerveau était occupé parce qu'il faisait autre chose, bah, moi j'ai dit d'autres choses, j'ai dit d'autres mots. Bah, ces autres mots, ils sont ratés. Donc la phrase que je dis, elle va paraître un peu bizarre tout d'un coup parce qu'il manque des éléments. Et là, on peut avoir un phénomène en cascade. Pourquoi je ne comprends pas la phrase? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il a dit? Alors là, vous revenez, vous allez interroger votre mémoire de travail. Vous revenez un peu dans le passé, mais pendant ce temps-là, moi, je continue à dire des choses. Vous ratez encore d'autres éléments. Tout ça pour vous dire qu'en fait, un petit décrochage parfois, aussi faible que ça, c'est une demi-seconde, ça peut faire complètement rater le fil d'une explication compliquée. Ça peut avoir des conséquences majeures. Je ne vous raconte pas, voilà, si vous êtes au volant, tout d'un coup, le fait de doubler le temps de réaction, bah, en termes de distance, d'accident, etc. Donc, il y a des situations dans lesquelles il est important d'avoir une attention parfaitement stable, comme ça, autant que possible, et puis d'autres où, au contraire, bah, elle peut être beaucoup plus fluctuante. Mais la concentration de vos élèves, en vrai, c'est ça, hein, c'est ça que vous avez en face de vous. Et évidemment, la plupart du temps, bah, ce n'est pas synchrone. Il faut imaginer des cours comme ça, mais qui sont toutes différentes d'un élève à l'autre. 25 élèves, 30 élèves. Alors voilà des vrais exemples. Ce qu'on pourrait appeler une concentration plutôt faible, concentration plutôt moyenne, donc celle de tout à l'heure, et puis au contraire une concentration forte. Ça existe, hein, c'est la vraie vie. Et donc je voulais vous montrer cette image qui vous montre. Donc ça vous fait un petit peu des repères. Donc nous, les chercheurs, on a associé un chiffre entre 0 et 100, 100 étant les niveaux de concentration les plus élevés, et puis 0 les plus faibles. Et puis ça nous permet, en fait, ce test il a été réalisé par pas loin de 7000 personnes, ça nous permet par tranche d'âge de voir un peu comment se positionnent les scores des enfants ou des adultes. Et vous voyez, donc imaginez que ça pourrait être la taille, hein, on voit qu'il y aurait des grands, des petits, puis une sorte de taille un petit peu moyenne. Ben, on voit pas mal de choses. On voit que sur des 8-11 ans, par rapport à des 14-17 ou des 20-35, on voit quand même une évolution globale. C'est-à-dire que globalement, quand même, avec l'âge, la stabilité de la concentration augmente. Mais vous voyez également qu'il y a quand même un fort recouvrement. Hein, on ne peut pas dire que tous les 8-11 ans sont moins concentrés que tous les adultes. Vous avez même des enfants assez jeunes qui ont déjà une meilleure concentration que certains adultes. Et puis, vous voyez, ça c'est vraiment un message important, c'est qu'il n'y a pas les mauvais et ensuite les normaux. Il ne faut pas imaginer la capacité de concentration comme un truc binaire. Il y a ceux qui vont bien et ceux qui ont un problème. Si on veut décider à partir de quel moment on considère qu'il y a un problème, bah, là, ça va être compliqué parce que la ligne, on pourrait la mettre là, mais on pourrait la mettre là. C'est comme si je vous demandais à partir de quelle taille on considère que quelqu'un est petit. C'est compliqué, hein. En même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens petits. Il y a évidemment des gens petits. Mais si vous voulez dire, il n'y a pas les petits et les normaux, en fait. Ça ne marche pas comme ça. Ben, pour la concentration, c'est pareil. Il n'y a pas ceux qui ont des problèmes d'attention et ceux qui n'en ont pas. Et c'est pour ça que dans Atoll, dans le programme Atoll, on s'est dit, bon, tout le monde a intérêt à gagner là. On prend tous ces gamins-là. Après tout, il y a de la marge. Hein. 100, c'est ici. On pourrait tous les amener plus haut. Donc, on va s'adresser à toute la classe.
Donc un programme qui va traiter de l'attention, qui va constituer une éducation à l'attention, bah, on va faire du classe entière, on va s'intéresser à tous les élèves. Parce que sinon, ça veut dire qu'on on trace une ligne, c'est pas facile. Alors souvent, la ligne, elle est tracée parce qu'on dit, bah, ok, bah, celui-là, il gêne la classe. Là, il y en a deux, c'est pas possible, avec eux, je ne peux pas faire la classe. Donc ces deux-là, on va les considérer comme déviants, puis les autres normaux. En fait, c'est plus compliqué que ça. Alors, l'évolution avec l'âge, en fait, elle coïncide, je ne vais pas vous décrire ce graphe, mais les dernières régions du cerveau à arriver à maturité, c'est justement le cortex préfrontal qui stabilise l'attention, là où sont maintenues les intentions. Et ça arrive vraiment à maturité à la fin de l'âge adulte. Mais il faut bien voir que tout ça, c'est très variable d'un enfant à un autre. Ça va, je suis dans les temps. Je voulais vous dire donc là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, je vous ai dit beaucoup de choses. Je pense que ça doit commencer à s'accumuler et commencer à faire beaucoup. Bon. On a vu une situation qui est un peu parfaite, où il y a une consigne simple, je la mémorise, je la garde activement en mémoire dans mon cortex préfrontal, et cette consigne simple va établir une hiérarchie entre ce qui est important à considérer ou pas important, et la manière dont je dois y réagir. Perception, intention, manière d'agir. Donc mon cerveau va pouvoir se spécialiser le temps de la tâche pour être maximalement efficace. Ça, c'est parfait, sauf qu'en fait, si c'était comme ça, ben, il n'y aurait pas tant de problèmes d'attention. On se doute bien qu'il y a des petits cailloux dans la chaussure. Il y a des moments où tout ça va se casser un peu la figure. Donc la fin de mon exposé, je vais faire un petit peu là-dessus, sur quels sont les phénomènes qui font que justement, ce n'est pas toujours idyllique. En gros, pourquoi les gamins ne sont pas tout le temps concentrés. Alors, première chose à savoir, c'est que ce cortex préfrontal qui est si important pour la concentration, en fait, il fonctionne avec ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Des neurotransmetteurs qui sont des petites substances chimiques qui servent à se passer un message d'un neurone à un autre. Notamment deux qui sont la dopamine et la noradrénaline. Oubliez les noms, sauf si vous êtes passionné de chimie, vous n'avez pas forcément à regarder la formule chimique précise. Mais en tout cas, quand il n'y en a pas assez, ben ça ne marche pas. Et quand il y en a trop, ça ne marche pas non plus. Donc il y a une sorte de zone optimale. Et il se trouve que les facteurs comme la fatigue et le stress vont jouer là-dessus. Trop fatigué, ses concentrations diminuent. Donc le cortex préfrontal ne va pas bien fonctionner. C'est ce qui se passe en fin de journée. En fin de journée, en fait, on n'est plus capable de se concentrer tellement on est fatigué. Et puis, ou en début de journée. Ou en début de journée. Trop stressé, on se comporte parfois, si on est vraiment en état de panique, comme si on n'avait pas de lobe frontal. C'est-à-dire qu'on va fonctionner uniquement par automatisme, incapable de réfléchir, de prendre du recul, de se concentrer, etc. Donc c'est pas bon. D'où l'importance du climat bienveillant dans la classe, etc. Enfin, de tous ces aspects-là. Hein. Parce qu'un enfant, il va arriver en classe peut-être fatigué, peut-être stressé, peut-être même les deux en même temps, d'ailleurs. C'est intéressant de voir comment tout ça se conjugue. Mais pas forcément dans un état où son cortex préfrontal est optimal, en situation optimale pour se concentrer. Donc, première chose. Deuxième chose, c'est que, là, je vous ai parlé donc d'un très joli système pour se concentrer, mais il n'y a pas que ce système-là dans le cerveau qui décide à chaque moment, enfin, qui a son mot à dire sur ce qui est important à considérer. C'est-à-dire, il se passe plein de choses autour de nous à chaque moment. J'ai quelque chose à faire. Donc ça se crée cette hiérarchie. Donc, ok, je fais attention que à ça parce que c'est ce qui est important. Sauf que ça, c'est la voix de mon cortex préfrontal. C'est mon cortex préfrontal qui est en train de parler là. C'est un système. Il y a au moins deux autres systèmes qui, dans le cerveau, peuvent aussi décider de ce qui est important et de ce à quoi il faut faire attention. Et c'est là qu'apparaissent les problèmes. Le premier, c'est le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, c'est quoi? Alors, désolé pour l'anglais. Il y a un site sur le cerveau qui est très bien, qui s'appelle le cerveau à tous les niveaux, qui est fait par des Canadiens, qui explique plein de choses. C'est à tous les niveaux parce qu'il y a le niveau débutant, le niveau intermédiaire, le niveau expert, et puis tout vous expliquer. Là, je leur ai piqué cette image dans la version anglaise. C'est juste pour montrer
où est le circuit de la récompense? Donc c'est au niveau c'est à l'intérieur du cerveau. Et en fait, c'est des neurones qui vont en fait, j'étends au circuit de la punition, qui vont en fait garder une mémoire, enfin ils vont être hypersensibles au côté gratifiant des expériences. Vous faites quelque chose, c'est agréable, ils vont s'en souvenir. Vous faites quelque chose qui est désagréable, ils vont s'en souvenir. S'il y a une sensation désagréable ou agréable associée, donc type émotionnel, ils vont s'en souvenir. Et après, ils vont constituer une sorte de véritable petit moteur pour vous inciter à faire ce qui est agréable, ce qui procure des sensations agréables, et éviter ce qui procure des sensations désagréables. Constamment. C'est le boulot de ces neurones. Ça permet, sans ces neurones, disons, vous enlevez le circuit de la récompense. Si vous mourrez de soif, vous voyez de l'eau devant vous, il ne vous viendrait pas à l'idée de boire. Enfin, vous n'aurez aucune envie particulière de boire. Parce que c'est justement le circuit de la récompense qui va évoquer la sensation agréable qu'il y aurait à boire le verre d'eau et qui vont vous motiver pour le faire. Donc tout le système, toute la motivation va jouer là-dessus. Donc vous doutez bien qu'il est extrêmement important. C'est un circuit qui donc permet de survivre. Donc il est essentiel. Il a permis qu'il y ait toujours une espèce humaine. On le retrouve chez beaucoup d'animaux. Mais il peut être court-circuité. Il peut être kidnappé plutôt. Par quoi? Par des stimuli très récompensants. Par exemple, tout le numérique, tous les petits jeux sur numérique, sur téléphone et autres, sont optimalement conçus pour stimuler le circuit de la récompense. Tous les réseaux sociaux aussi. C'est des petites récompenses, c'est du petit sucre. C'est comme des petits sucres pour les circuits de la récompense qui sont envoyés comme ça. Un jeu comme Candy Crush, c'est même carrément calculé pour stimuler optimalement le circuit de la récompense. Et en fait, ça va déclencher quoi? Ça peut aller jusqu'à l'addiction. Pourquoi? Parce que c'est rationnel. Enfin, ce circuit est parfaitement rationnel. C'est mathématique. J'ai la possibilité d'être sur mon jeu, de continuer à jouer ou d'arrêter. Arrêter, ça ne m'apporte aucune récompense. Continuer, ça va m'apporter une petite récompense. Donc, je continue. Et vous êtes bloqué. Donc, il faut savoir que ce circuit existe et que, évidemment, il va tenter de déclencher en permanence des comportements d'approche vers ce qui est récompensant. Donc, entre deux stimuli possibles, mon petit copain qui se tourne vers moi parce qu'il va me raconter une blague ou faire quelque chose de rigolo, ou le prof, orientation de l'attention, gratification immédiate. Le téléphone dans la poche, toc. Donc là, on peut avoir un conflit. On a très souvent un conflit entre le système d'attention volontaire, je me concentre parce que mon intention c'est ça, voilà ce que j'ai décidé de faire, c'est mon cap, et puis le grand coup de vent par le circuit de la récompense qui va pousser le bateau sur le côté. Il y a la mer pas loin, je me permets la métaphore. Donc il faut, dans un programme comme Atoll, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre au courant les enfants de ce circuit. Alors, voilà, ça existe. Il ne s'agit pas de l'éliminer, parce que si on élimine ce circuit de la récompense chez vous, déjà on ne peut pas, et deux, vous seriez tous massivement dépressifs. Vous auriez tous envie de vous suicider demain. Mais soyons vigilants. Qui a décidé? On aime bien introduire des petites pauses. Est-ce que c'est vraiment, tu voulais faire ça? Ce que tu viens de faire là? Est-ce que vraiment tu l'as décidé ou c'est un petit peu, ça s'est un peu fait mécaniquement parce que ton circuit de la récompense, tes petits neurones qu'on appelle neurones aimants dans Atoll, t'ont poussé à le faire. Et c'est pas pour mettre l'enfant, le rendre schizophrène ou quoi, mais c'est pour lui faire prendre conscience que il n'est pas obligé d'obéir systématiquement à son circuit de la récompense. Il est plus que ça en fait. Il n'est pas que ce circuit. Et parfois, on se comporte comme si on n'était que ce circuit de la récompense. Donc c'est un peu qui est aux commandes finalement. Est-ce que tu es vraiment libre? Avec les ados, on va utiliser ce vocabulaire. Est-ce que tu étais vraiment si libre que ça de prendre ton téléphone et de regarder? La liberté, elle est où? Est-ce que la vraie liberté, c'est pas d'écouter quand ça ne t'intéresse pas justement? Donc voilà le circuit de la récompense. Il y a un autre circuit. Oui, c'est petit dessin au passage. C'est pour ça qu'on recommande de ne pas trop laisser les enfants devant des dessins animés le matin ou devant des jeux vidéo avant d'aller en classe parce que leur circuit de la récompense, il va s'habituer à une certaine cadence de stimulation parce qu'il se passe plein de choses, c'est très rigolo les dessins animés, les jeux. Puis tout d'un coup, il est en classe. Piou. Et du coup, c'est vécu comme une punition.
Alors par ailleurs, il y a un autre circuit qui est extrêmement actif, notamment chez les petits, qui est un circuit de simple réaction automatique. C'est indépendamment de la valence positif-négatif. Je vois une trousse, je l'ouvre. Et puis la trousse ouverte, qu'est-ce que je fais? La fermeture, je la ferme. Il y a un stylo qui tombe, je le ramasse. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais affordance, c'est que chaque objet autour appelle des actions par automatisme, à force de les avoir réalisées plein de fois. Et il y a un petit oiseau qui passe, je me tourne. Donc là encore, en fait, tout ça va constituer des forces, que ce soit le circuit de la récompense ou le circuit, enfin ces automatismes, qui vont sans arrêt bousculer l'attention. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir avec l'enfant? On cherche finalement à lui donner de la stabilité. Et l'image qu'on va utiliser, c'est celle d'une poutre. On va dire, tu vois, quand tu as un exercice à faire, c'est comme aller d'un point A à un point B. Sur une poutre. Le long de cette poutre, déjà, il faut bien la voir, la poutre, c'est-à-dire qu'il faut bien voir ce que tu dois faire. Le long de cette poutre, il y a des choses qui vont te pousser, qui vont te déstabiliser. Et comment tu vas te rendre compte que tu es déstabilisé? C'est simple. Elles vont emporter ton attention, et ton attention va emporter ton regard, et probablement ta tête et ton corps aussi avec. Parce que les trois, c'est attaché, la plupart du temps. Donc tu vas remarquer à un moment que tout d'un coup, tu t'es mis à regarder ailleurs. On utilise une image qui est celle de l'abeille. L'abeille, c'est le regard qui se pose à un endroit, puis à un autre. Ton abeille, tout d'un coup, elle va partir. D'abord, tu vas le réaliser après coup, que tu es tombé de ta poutre. Et puis en fait, après, progressivement, tu vas gagner de la stabilité parce que tu vas remarquer de plus en plus tôt que « Ah tiens, là j'allais partir. Ok, je me ramène, etc. » Donc face à ces distracteurs, en fait, on va jouer comme ça, sur essayer de gagner en stabilité pour faire de l'enfant un apprenti funambule. Pour qu'il apprenne à prendre conscience de ses forces, et tout de suite y réagir. Donc il y a ça dans Atoll aussi. Pour les distractions externes comme pour les distractions internes. Je vais me garder un petit peu de temps pour les questions. Une dernière chose, c'est pas beau. Donc finalement, 3 circuits, 3 systèmes qui veulent chacun prendre l'attention. Le premier, cortex préfrontal, machin, poum, le cap. Le deuxième, c'est qu'est-ce qui est rigolo ou qu'est-ce qui me fait peur, circuit de récompense. Et troisième, c'est les automatismes, le stylo qui tombe, etc. Donc il y a ces 3 systèmes-là qui ne sont pas tout le temps en opposition. Un enfant qui est passionné par ce qu'on lui explique ou qui a vraiment envie de savoir, qui est curieux, ça lui fait plaisir d'apprendre. Donc le circuit de la récompense est aligné avec l'intention, etc. Donc dans les situations de jeu aussi, de jeu où l'enfant apprend vraiment quelque chose, souvent ces 3 forces, elles sont alignées. Mais pas tout le temps. Et donc un des buts ultimes d'Atoll, c'est en fait d'apprendre à découpler l'attention du circuit de la récompense. Parce que, des automatismes. Parce que moi, j'ai vu des élèves de seconde, par exemple, qui disaient à quoi ça me sert d'apprendre à être attentif, puisque soit ça m'intéresse, et dans ce cas, je suis attentif, soit ça ne m'intéresse pas, et dans ce cas, je ne vois pas pourquoi je serais attentif. Donc là, couplage total entre circuit de la récompense et attention. Sauf que ce qui ne vient pas à l'esprit, c'est qu'un jour, peut-être, il sera médecin, et qu'il aura un patient qui va lui expliquer ce qu'il a, etc. Et que peut-être que le patient ne sera pas déguisé en Super Mario, et ne sera pas en train de lui faire un récit, mais absolument captivant, sur sa vie. Et donc peut-être que le patient ne sera pas intéressant, mais que malgré tout, il devra faire attention. Ou il sera en réunion, il y aura quelque chose d'important, et voilà. Donc dans la vie, en fait, on ne peut pas se contenter d'avoir un système attentionnel couplé au circuit de la récompense. Parce qu'il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention qui ne sont pas très rigolotes ou pas forcément immédiatement gratifiantes. Donc il est essentiel d'apprendre à découpler les deux. Et à un moment, il faut avoir pris conscience de ça et il faut apprendre à développer ça. Donc c'est un début d'Atoll. Et puis le but ultime d'Atoll, c'est de faire comprendre que finalement, même si ce n'est pas intéressant, le fait de faire attention, ça va rendre intéressantes les choses. Vous prenez à peu près n'importe quoi, si vous y mettez de l'attention, vous allez commencer à constater que finalement, ce n'est pas si inintéressant que ça. C'est une autre histoire. Donc je finis juste en vous disant que au sein du premier système, qui a l'air d'être celui qui est vraiment bien pour stabiliser l'attention, etc.,
le premier système préfrontal, en fait, il y a de la distraction. Même là, il y a de la distraction. Et le problème, c'est que tout marche bien quand on a une seule intention claire. Mais dès l'instant où vous avez 2 ou 3 intentions qui commencent à s'empiler, là, ça devient compliqué. Là, par exemple, vous pouvez m'écouter avec la meilleure volonté du monde, mais si je commence à dépasser l'heure, vous allez avoir une petite sonnette d'alarme qui va vous dire que il y a le déjeuner, il y a autre chose. Et en fait, cette petite sonnette d'alarme, elle est simplement en train de vous rappeler que votre vie ne se résume pas à m'écouter. Il y a d'autres choses dans votre vie que ça. Et on vit sans arrêt avec plein d'intentions en fait, qui sont latentes, qui sont là. Et ça crée de la compétition au sein même de ce système qui décide de ce qui est important et pas important. Si j'ai mis ce dilemme du chercheur d'or, c'est pour illustrer, c'est que dans certains cas, la stabilité a un coût. Et ça, c'est très fortement ressenti. La stabilité du chercheur d'or, c'est de dire, il arrive sur un coin de rivière, il se pose sur un coin de rivière, il commence à chercher de l'or. Mais peut-être que ce n'est pas le bon coin. Peut-être que 200 mètres sur la droite, il y avait beaucoup plus d'or. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas intérêt quand même à aller voir un petit peu à côté? Et on est souvent dans cette situation où il y a cette espèce de doute concernant le fait que ce qu'on est en train de faire à l'instant T est en fait la meilleure chose à faire dans l'absolu. Et ce doute va créer de la distraction. Vous êtes bien concentré sur quelque chose, tout d'un coup, je n'ai pas regardé mes mails depuis longtemps, je n'ai pas regardé mes SMS depuis longtemps. Peut-être que j'ai intérêt à décaler, parce que peut-être que la stabilité a un coût. Et donc, il faut vivre avec ça. Et comment est-ce qu'on résout ce problème? C'est compliqué de résoudre ce problème. Si vous ne le résolvez pas, votre cerveau va le résoudre tout seul. Vous vous retrouvez devant une télé, je sais pas, chambre d'hôtel, voilà, il n'y a rien à faire, vous avez la télécommande, vous êtes fatigué. Première chaîne, deuxième chaîne, troisième chaîne, quatrième chaîne. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de changer de coin de rivière, constamment. Vous regardez un peu, vous basculez, vous regardez un peu. Et ça, c'est la réaction naturelle du cerveau. Quand il y a trop d'offres, trop de possibilités, c'est qu'il passe un peu sur chaque. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup, on est dans un environnement avec plein de téléphones, de vidéos, de tout, 1 milliard de vidéos sur YouTube et tout? On s'interdit de passer trop de temps sur une chose. Donc, on va passer de moins en moins de temps sur chaque chose, ça donne du zapping. Et c'est la civilisation du zapping, l'époque du zapping, qui est uniquement due à ce phénomène-là. Comment vous remédiez à ça? Par le renoncement. Vous dites « j'accepte de ne pas tout voir. J'accepte de ne pas être partout, j'accepte de rater énormément de choses. J'accepte que pendant 5 minutes, je sois uniquement sur ce que je fais. C'est tout. Et oui, je vais rater des choses, mais c'est pas grave. Et mes mails, mes SMS, je les regarderai dans 5 minutes ou dans 10 minutes. Et donc ça donne la dernière approche qui est... Oups, j'avance parce que... Où est-il? Bon, tant pis. Ça, c'est le sens de l'équilibre attentionnel dont je parlais. Non, ça donne le dernier outil d'Atoll qui est le fait d'apprendre à décomposer ce qu'on a à faire en petites bulles, en mini-missions. C'est là, pendant quelques minutes, peut-être plus, peut-être moins, il n'y a plus qu'une chose qui compte dans ma vie. C'est cette chose-là. Le reste n'existe plus. Donc vous êtes comme un petit personnage de mini-moi qui serait là. Moi, j'ai un truc à faire, je le fais bien, c'est tout. Et après, une fois que c'est terminé, vous changez de casquette, vous devenez une sorte d'autre personnage qui serait Maxime-moi. C'est comme ça qu'on l'appelle dans la table. Qui est celui qui, au contraire, a la vue de tout. Bon, ok, très bien d'avoir fait ça. Maintenant, la priorité, c'est ça. Et qui se refixe une nouvelle mission pour la suite. Et donc, finalement, on coupe ce qu'on a à faire en petites choses simples qui permettent à chaque instant d'éviter le conflit entre plusieurs intentions. Et donc ça, c'est un truc qu'on fait pratiquer dans Atoll, c'est comment sortir d'une situation de multitâche qui va induire du doute sur ce qui est important, qui va amener le cerveau à régler ses filtres attentionnels de façon contradictoire et qui va finalement créer du conflit et de la distraction. C'est d'apprendre, quand on a un truc un peu compliqué à faire, dire, plutôt que de laisser mon attention partir dans tous les sens, je vais faire juste ça là, juste lire l'énoncé, juste lire la consigne et m'en faire une image à peu près claire. Ensuite, juste ceci, juste cela. Juste corriger les pluriels. Juste relire pour l'orthographe, pas pour le sens.
Le sens, je le verrai après. Juste relire pour la structure logique, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment, c'est un peu la base quand on parle d'éducation à l'attention. Le premier truc à faire, c'est d'apprendre parfois à se mettre dans une situation de monotage séquentiel où on fait un truc mais bien. Je vais terminer là-dessus, juste pour vous dire que Atoll, donc, ouais, j'ai des diapos, mais ça, c'est les fiches que vous verrez dans le programme Atoll cet après-midi. Donc Atoll, c'est un programme qui a commencé il y a 4 ans, qui en fait a pour visée de faire de tout ce que je vous ai dit pendant 2 heures, d'en faire un programme. C'est-à-dire avec des activités où à la fin, c'est pas juste un truc où de temps en temps on apprend des choses sur l'attention, mais c'est du savoir et du savoir-faire qui permettent d'aborder sa scolarité avec des outils qu'on va finir par intégrer dans sa pratique scolaire, dans sa vie scolaire, jusqu'à ce que ça devienne oui, presque une seconde nature. C'est un petit peu le but. C'est que l'enfant ou l'adolescent, à un moment, il se retrouve confronté à des problèmes d'attention. Et qu'à chaque problème d'attention, il a un outil qu'il peut mettre. Une fois qu'il a reconnu le problème, il dit « Ok, j'ai appris ce geste, je sais le faire, je l'utilise. » Pas tout le temps, mais peut-être dans 5% de sa vie scolaire, il y a des moments où il aura besoin, et dans ce cas, il peut les utiliser. Donc c'est cette idée-là. Ça fonctionne comment? Ça fonctionne avec des fiches qui permettent, c'est un programme assez progressif. Hein. On commence, il faut peut-être déjà expliquer ce qu'est l'attention. À quoi ça sert d'être attentif? Bon, on fait une petite séquence là-dessus. Ensuite, est-ce qu'il faut tout le temps être attentif? Non, il y a peut-être des moments où il faut être plus attentif, moins attentif. Ensuite, d'accord, pourquoi est-ce que je suis distrait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la distraction? Comment éviter le multitâche? Ce que je vous ai dit. Ça veut dire quoi être concentré? C'est le mode d'emploi pour se concentrer, les PIM, etc. Donc il y a une progression qui est assez logique. C'est pas un programme qui est à prendre à la légère. Dans le sens où c'est pas un catalogue de trucs. C'est certainement pas le truc qui va faire que lundi, ça y est, tous vos élèves, votre classe, elle est... Non. Par contre, c'est sur du long terme. Ça demande une réelle implication et un réel intérêt pour l'attention et pour le fonctionnement mental. C'est-à-dire, ça demande de s'intéresser à la manière dont on fonctionne. Donc, il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à passer du temps, à rentrer dans le truc. Ça marche. C'est plus facile à faire en groupe que tout seul. Et puis voilà, il faut accepter que ça prenne du temps. Alors, les retours qu'on a sont plutôt pas mal. Parfois, il faut être prêt à changer des petits gestes pédagogiques, mais non pas parce que ça va être dit par Atoll en disant il faut faire ça comme ça, mais parce qu'on va remarquer qu'effectivement, parfois on mettait les enfants en situation de multitâche où on leur disait 3 trucs en même temps, et tout en leur montrant une 4e chose, et que c'était peut-être pas très efficace. Et donc, soi-même, parfois on se dit ah ok, bon, je vais peut-être fonctionner un peu différemment. Donc Atoll va fonctionner comme ça. Ça reste juste une proposition. C'est là. Il n'y a pas beaucoup de programmes d'éducation à l'attention qui existent. Il n'y en a pas vraiment en fait. Donc lui, il a le mérite d'exister. C'est en fonction de la personnalité. Certains vont être intéressés par la méditation, le yoga, la sophrologie. Ça se marie bien. Moi, je le vois comme une sorte de porte-manteau qui permet de donner une structure à tout ce qu'on va faire sur l'attention. Après, on peut y mettre d'autres choses, mais ça donne au moins un cadre général qui permet voilà. Je vais peut-être m'arrêter là, parce que finalement, voilà, ça c'est mini-mois, maxi-mois, mais au fil de voilà, tous les trucs d'Atoll, j'ai fait un petit peu de l'amorçage là. Vous les reverrez cet après-midi. Donc cet après-midi, en fait, vous aurez les séquences. Je crois que chaque groupe a une séquence, puis le jeu, ce sera de prendre une activité chacun, et puis d'essayer de comprendre comment ça marche. Qu'est-ce que finalement on a voulu faire et un peu de la réexpliquer aux autres de façon à ce que après vous soyez capable, vous ayez une vue d'ensemble de la séquence et puis vous soyez capable de l'expliquer aux autres et comme ça après vous allez vous faire expliquer toutes les autres séquences que vous n'avez pas du tout lues par les autres et vous finissez la journée en ayant vu une sorte d'aperçu global qui faciliterait le fait de rentrer dans le programme.